Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, 5%, c'est ce qu'a prélevé l'État sur le salaire des fonctionnaires ce mois d'août destiné à l'Institut national d'assurance maladie obligatoire INAMO pour leur prise en charge sanitaire. Le SNE considère cette déduction par l'État sur le salaire indiciaire des fonctionnaires guinéens comme une provocation. Plusieurs projets de voiries urbaines lancés il y a quelques années dans les différentes régions du pays sont aux arrêts depuis quelques mois. Raison évoquée, un défaut de paiement alors qu'au sein du département des travaux publics, les factures en instance de paiement s'accumulent et donc vous entendrez Mamadou Kalisso dans ce journal. On peut vivre avec un handicap et mener des activités génératrices de revenus à Koubien. Un groupe de personnes handicapées refuse la mendicité pour faire de la saponification. Le reporter André Mossé-Milmono et Aluba ont visité leur centre, donc reportage à suivre dans ce journal. Ce sont les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de 22h sur Espace TV. Covid-19, la Guinée fait face depuis quelques temps à une troisième vague. Les chiffres font peur et les spécialistes déconseillent la panique. Pendant ce temps, des citoyens s'interrogent sur l'efficacité des vaccins et l'ANSS, de son côté, tente d'apporter des précisions. Le directeur général, Dr Sakoba Keita, souhaite que les Guinéens acceptent de se faire vacciner afin de briser la chaîne de contamination du virus dans le pays. Reportage Mamoudou Bouler Diallo, Yacouba Traoré. C'est un tableau que l'Agence nationale de sécurité sanitaire actualise régulièrement. Il est également surveillé à la loupe par plusieurs internautes. À la date du 19 août, il affiche 28 428 cas confirmés du coronavirus, dont 1718 sont encore hospitalisés. 26 023 personnes sont guéries, se félicite l'ANSS, et un total de 308 cas de décès sont déplorés. Les mesures barrières étant quasiment foulées au sol, la vaccination est l'alternative privilégiée. 353 003 personnes ont accepté de prendre les 2 doses de vaccin, toujours à la date du 19 août 2021. Voici la première personne à être vaccinée, Dr Moussa Kone. Ce cobaye, comme on l'appelle, ne regrette pas son acte. Le vaccin a bien des avantages, selon le directeur général de l'ANSS, qui donne des garanties en prenant l'exemple sur son personnel. Quand quelqu'un prend le vaccin, tu peux faire la maladie, mais une forme que toi-même tu peux supporter. Certains deviennent asymptomatiques, ils ont le virus, mais d'autres font des formes qui ne les alitent pas comme ceux qui n'ont pas fait. Pour avoir accès au département public, des passes sanitaires sont exigés. Dans la salle, un témoin affirme avoir été obligé de reprendre son test, ce alors qu'il a pris sa première dose de vaccin anti-Covid-19. En connaissance des causes, les spécialistes s'accordent à dire que le vaccin ne donne pas droit à l'excès de confiance. Tant qu'on n'atteint pas une couverture de 70%, les centres vont exiger les 2. Mais le jour qu'on aura que tout le monde est vacciné, notre taux de positivité parmi les gens testés est autour de 0, on va annuler le test. Donc le pass vaccinal va prendre le dessus sur le pass de laboratoire. Face à cette situation de crise sanitaire, les autorités guinéennes veulent jouer avec toutes les cartes pour non seulement vaincre la pandémie à coronavirus, mais aussi les épidémies hémorragiques Ebola et Marbourg. En attendant, préparons-nous, essayons de vaincre la peur, de vaincre les hésitations, de vaincre les stigmatisations. Donnons-nous la main, assistons dans les autres pour que nous puissions non seulement vaincre tous les épisodes d'Ebola, mais aussi les autres maladies hémorragiques qui sont le marbourg, la fièvre jaune, etc., etc. Concernant le respect du couvre-feu, décrété de 22h à 4h du matin, le constat révèle qu'il faut plus. D'où la persistance de l'ANSS à l'acceptation du vaccin anti-Covid-19 pour minimiser les risques de contamination.
Conakry et Abidjan attendent toujours les résultats du second test pour confirmer ou infirmer la présence du virus Ebola en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de la Guinée dans ce pays se félicite du climat de collaboration entre les deux pays et rassure que les démarches sont en cours pour permettre aux médecins guinéens d'avoir accès à Kadiatou Diallo, du virus. Abdourahmane Sinkou Kamara a été joint au téléphone par Mahmoud Bouleri Diallo. Aujourd'hui, la République de Guinée a de très bonnes relations économiques, politiques, culturelles avec la République de Côte d'Ivoire. Aussi, le président Alassane Ouattara et son frère, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, ont de très bonnes relations de coopération, de fraternité. Nous avons eu des séances de travail avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Sa préoccupation était de savoir comment Kadiatou Diallo est rentré, quels ont été ses contacts en République de Côte d'Ivoire et quelles sont les informations globales que nous disposons dans ce cadre-là. Nous avons répondu aux questions et nous avons travaillé dans un climat de compréhension mutuelle. À ce jour, aucun Guinéen n'est stigmatisé en République de Côte d'Ivoire. La rentrée par voie terrestre est fermée de part et d'autre, mais la voie aérienne est libre. Les Guinéens sont libres de rentrer en République de Côte d'Ivoire. De notre côté, nous sommes en train de travailler diplomatiquement pour que nos experts puissent accéder aux malades, comme l'exigent les procédures de l'OMS. Quand il y a un cas d'Ebola, il faudrait que 2 laboratoires indépendants fassent des analyses et que les résultats soient identiques. C'est à cette seule et unique condition qu'on peut effectivement déclarer la présence officielle d'Ebola en République de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, le SNE considère la déduction des 5% de salaire indiciaire des fonctionnaires guinéens par l'État comme une provocation. Pourtant, cette somme est destinée à l'Institut national d'assurance maladie obligatoire INAMO pour leur prise en charge sanitaire. Selon les autorités, le syndicat national des enseignants estime que cette ponction n'est pas faite dans les conditions requises car n'ayant pas été consulté à cet effet, dans une déclaration qu'il a rendue publique ce samedi, le SNE invite les enseignants à rester mobilisés et sereins afin d'entamer une démarche pour une bonne négociation avec l'État. Reportage Fatoumata Bintabari, Alseni Kamara. Ces 5% de salaire indiciaire des fonctionnaires déduits par l'État sont destinés à la prise en charge des personnes concernées. Cependant, la procédure ne fait pas l'unanimité au sein de l'enseignement. Ce samedi, le syndicat national de l'éducation a déclaré n'être pas opposé à une quelconque procédure liée à la prise en charge des enseignants, mais cela doit se faire dans les règles de l'art. Le syndicat national de l'éducation n'est nullement opposé au prélèvement de n'importe quelle somme par rapport à la prise en charge sanitaire, mais il exige des préalables qu'il va falloir remplir d'abord. Pour Michel Pépé Balamou, rien ne prouve que la ponction est destinée à alimenter l'Institut national d'assurance maladie obligatoire INAMO. Il qualifie la décision d'unilatérale. L'Institut national d'assurance maladie obligatoire ne dit nullement pas qui doit être pris en charge. L'enseignant, le fonctionnaire de façon générale, ses enfants, sa femme, à hauteur de combien de pourcents et dans quelles conditions. Ensuite, aucune carte mutuelle n'est disponible pour preuve existentielle de l'appartenance du fonctionnaire, à plus forte raison de l'enseignant, à n'importe quelle assurance maladie obligatoire. Pour éviter d'autres problèmes scolaires, le SNE invite les enseignants à rester sereins afin d'entamer une démarche auprès de l'État. Et le syndicat national de l'éducation est un syndicat soucieux de la préservation de la paix et de la stabilité dans nos concessions scolaires. C'est pourquoi il considère cette décision unilatérale, cette décision d'exclusion de certaines structures syndicales comme une provocation et lance cette alerte précoce au niveau du gouvernement pour que des décisions urgentes soient prises pour éviter d'éventuels troubles à l'ouverture prochaine des classes.
Bien que d'autres mouvements syndicaux sont d'accord pour ce prélèvement, le SNE le considère comme une déduction de salaire au moment où les populations peinent à joindre les deux bouts depuis l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Lutter efficacement contre le chômage et l'immigration clandestine, c'est bien possible en Guinée. Des jeunes sortant d'université faute d'emploi se sont lancés dans des activités agricoles dans la préfecture de Dubrika. Ces jeunes, vous allez le voir, ont réussi à être économiquement indépendants grâce à l'agriculture. Ils invitent ceux qui sont au chômage à se lancer dans ce domaine pourvoyeur d'emploi. Reportage André Mossier-Milimono, Ibrahima Souri Kamara. En Guinée, plus de la moitié des jeunes sortant d'université peinent à se trouver un premier emploi. Certains d'entre eux vont passer des années avant d'obtenir du travail. Ces jeunes semblent trouver la solution, l'agriculture. Ici, dans une cour aménagée à cet effet, ils travaillent sans relâche. Selon eux, il ne faut pas attendre tout de l'État. L'agriculture est le meilleur employeur. Après ma sortie de l'université en 2007, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans l'agriculture. Aujourd'hui, je vais dire Dieu merci parce que ça m'a permis aujourd'hui non seulement de former de nombreux jeunes qui sortent, ça m'a formé ma personne de me réellement construire. C'est-à-dire, en fait, j'ai une famille, c'est le minimum de vie à travers l'agriculture. Plus loin, ce champ de tomates, il appartient à un autre jeune diplômé. Devenu passionné d'agriculture, il invite d'autres jeunes comme lui à se lancer pour être financièrement autonome, mais surtout participer au développement du pays. Je lance l'appel à la jeunesse de ne pas avoir peur à la terre, de venir à la terre nous nourrit. C'est une manière aussi d'accompagner même le gouvernement dans le processus comment on peut appeler ça, dans le processus de lutte contre la pauvreté, dans le processus aussi de l'autosuffisance alimentaire. Avec de maigres moyens, ils arrivent à entretenir ces domaines et subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Ces jeunes souhaitent que l'État injecte plus de moyens dans ce secteur pourvoyeur d'emplois et moteur de développement. Je demande au gouvernement de nous assister en créant les conditions pour motiver beaucoup plus de jeunes à venir vers la terre. Parce qu'aller à l'étranger, c'est bon, mais le mieux, c'est quand on investit dans la terre, on récolte. Nous demandons à l'État de venir au secours, surtout de la jeunesse. Et qui parle de la jeunesse, parle de l'agriculture. C'est l'agriculture qui est l'avenir de ce pays. Ces jeunes espèrent dans un proche avenir parvenir à diminuer le taux de chômage dans le pays à travers le travail de la terre. Je vous le disais dans le sommaire, les travaux sur les voiries urbaines au Fouta, en Haute-Guinée et en forêt, sont aux arrêts depuis le 13 mars 2021 pour défaut de paiement. À Beila et Lola, par exemple, l'entreprise en charge des travaux a travaillé à hauteur de 25% sous fonds propres. Au département des travaux publics, les factures en instance de paiement s'accumulent et les entreprises désemparées ne savent plus où donner de la tête. Mamadou Kalisso. La commune urbaine de Beila a bénéficié de 12 km et demi. Le contrat a été ficelé à la suite d'un dossier d'appel d'offres pour un montant de 129 milliards 456 millions 259 255 francs guinéens. Les travaux ont démarré le 14 mars 2019 et devaient s'achever au mois de septembre 2020. À date, l'entreprise a travaillé à hauteur de 25% sous fonds propres. À Lola, le contrat a été signé dans les mêmes conditions qu'à Beila. 12 km 600 pour un montant de 152 milliards 511 millions 187 125 francs guinéens. Le délai d'exécution des travaux était d'1 an. À date, l'entreprise a exécuté les travaux à hauteur de 27%, là également sous fonds propres. Dans les deux localités, c'est l'entreprise Bejec qui a bénéficié des contrats. Les travaux sont aux arrêts depuis le 13 mars 2021 pour défaut de paiement. Au Fouta, c'est Guico Press qui a raflé les 3 contrats à la suite d'un appel d'offres restreint. Pita, 13 km pour un budget de 139 milliards 661 millions
338 071 francs guinéens pour un délai de 14 mois. Dans cette localité, l'entreprise a exécuté les travaux à hauteur de 69% et a reçu un paiement de 50%. Dalaba, 12 km et Labé, 15 km. Dans ces deux chantiers, l'évolution des travaux est estimée à près de 46% pour un paiement de 25,51%. Au Fouta aussi, les travaux sont aux arrêts depuis le 13 mars 2021 pour non-paiement. Les entreprises contractantes se trouvent dans une situation de détresse totale et certaines se sont déjà démobilisées. Selon nos sources d'information, depuis l'arrivée de la nouvelle ministre, tous les scénarios possibles ont été proposés au gouvernement pour payer les entreprises et éviter l'arrêt des travaux. En vain. Actuellement, toutes les activités sont paralysées au sein du département des travaux publics, souligne une autre source. Le département est endetté jusqu'aux cheveux. Rien que la Direction nationale des voiries urbaines dispose des factures en instance de paiement de plus de 2000 milliards de nos francs. Faut-il souligner que toutes les activités des voiries urbaines à l'intérieur du pays sont aux arrêts depuis 6 mois. Tous ces chantiers sont financés par le budget national de développement. Ils ont été lancés en grande pompe en décembre 2018 par le chef de l'État, Alpha Condé, à la veille des élections législatives. À voir de tout près, on sent que le bout du tunnel est très loin. Rendons-nous donc à Dubrika, plus précisément à Djoumaya. Là, un point est en souffrance, à défaut d'un colmatage ou une rénovation totale. Plusieurs préfectures de la Basse-Côte risquent d'être coupées de la capitale. Les images que vous allez découvrir sont saisissantes. Mamadou Sadio Baldé décrypte les images d'André Moussié Mirmono et Ibrahima Soli Kamara. À cause d'un petit trou comme ça, là, un camion peut rentrer dans une voiture, tuer tous ceux qui sont à cause d'un petit trou, quoi. Pour le moment, c'est un simple trou. Mais demain, c'est une catastrophe qui risque de se produire. Des petites voitures au milieu de grands porteurs sur un ouvrage agonisant. Le risque est énorme, mais les usagers n'ont pas le choix. C'est complètement dégradé. Même si tu marches sur ça, là, tu sens comment le pont se tremble, quoi. Les fers qui se sortent dans ça, les trous, les pneus se gâtent partout, les suspensions. Donc il y a trop de difficultés, quoi. Mohamed Diaby pratique cette route à longueur de journée. Il revient de la carrière, dit-il, mais quand il arrive à ce niveau, il a le cœur serré tant qu'il ne traverse pas. Bon, l'état du pont, franchement, c'est catastrophique. Parce que du coup, quand on vient, on a peur de passer sur le pont. Parce que l'état de la route il est complètement dégradé. On peut avoir peur pour ne pas que le pont ça se coupe en deux. La peur de se retrouver au mauvais moment, la peur surtout de voir un jour Conakry coupé du reste de la Basse-Côte entre ses citoyens. Donc, ça risque d'arriver, Conakry est coupé de tout Boké, tout Kamsar, tout Sangaréji, tout Fria. Et c'est le seul pont. Les agents de l'administration pratiquent les mêmes routes avec moins de difficultés. Par chance, ils ont des véhicules tout-terrain. Une mer à boire pour ces citoyens qui s'acquittent pourtant de leurs devoirs en payant les taxes. C'est la population guinéenne souffre aujourd'hui, les routes, les camions, les trucs comme ça. Là. On vérifie les taxes uniques, tout le monde en a. On vérifie l'assurance, il y en a. On vérifie tout ce qui est le document. Les populations guinéennes en train de payer les taxes. Pourquoi de ne pas réparer la route? L'autre mal qui ronge ce commerçant se nomme raquette policière. En ce temps, en soir, il y a des policiers, des gendarmes qui demandent de l'argent partout. Un jeune étudiant guinéen est porteur d'un projet ambitieux. Il s'agit de Souleymane Sidibé, diplômé en architecture au Maroc. Il a présenté ce samedi à la maison de jeu du kilomètre 36 un projet qui vise à aménager le rond-point de 36 et l'espace qui relie Kountia à Sanoya. Bernard Koundouno et Thierno Sadouba pour plus d'explications. C'est un jeune ambitieux qui revient au pays après une formation académique en architecture au Maroc. Souleymane Sidibé est porteur d'une initiative qui consiste à aménager l'espace qui sépare Kountia à Sanoya, kilomètre 36. Tout a commencé par la sensibilisation des citoyens à s'abonner au PME pour minimiser la problématique environnementale à laquelle la zone est menacée
avant de présenter son projet d'aménagement de la zone aux citoyens du quartier. On est en train de construire sur les bordures des cours d'eau, mais on n'est pas en train de construire sur l'eau. Donc il y a une protection d'abord de l'environnement. Si on arrive à construire des équipements publics là-bas, ça sera rentable et pour l'État, parce que ça va apporter de l'argent, et aussi pour la population. Dans ce projet, l'étudiant propose le réaménagement du rond-point du kilomètre 36, puis une nouvelle technique d'exploitation des espaces publics. Nous n'avons pas de gare, nous n'avons pas d'espace de stationnement. Donc nous avons aussi du commerce que vous voyez sur le rond-point actuellement, qui seront bientôt pas là. Donc il fallait trouver une solution à cela. Donc j'ai proposé un aménagement. C'est la maison des jeunes du quartier qui a servi de cadre à la présentation de ce projet en présence des autorités locales de la commune rurale de Manéa. L'initiative mérite d'être soutenue, d'où l'engagement des autorités communales. Nous ne pouvons que saluer et nous ne pouvons que soutenir ce projet, puisque c'est un projet très ambitieux. Et franchement, nous le disons, et je le dis au nom donc de la commune, la porte est très ouverte pour lui, très grandement ouverte pour lui. Nous le soutenons. Après la projection du projet en présence des citoyens du quartier, les responsables se disent émerveillés par l'initiative du jeune et sollicitent son accompagnement par les autorités. Nous le soutenons à 100% et nous demandons le gouvernement du président Alpha Condé de soutenir ces projets pareils pour l'aménagement de notre contrée. À travers ce projet, Souleymane Sidibé compte apporter sa contribution au développement de son pays par le transfert des compétences. Lui soutenir dans cette démarche est une manière de contribuer à la protection de l'environnement, puis la création des emplois par le gouvernement. Que faire après les études? Voici la question que se pose bon nombre de jeunes. Certains parmi eux arrivent à s'en sortir. C'est le cas de Mohamed Madioumane qui, au terme de ses études universitaires, a choisi le chemin de l'entrepreneuriat, la menuiserie. Voici ce qu'il exerce depuis quelques années. Mamadou Saïdou Baldé et Ibrahima Souma sont allés à sa rencontre. Suivez. À l'aide d'une scie circulaire à table, des visseuses, d'un compresseur pour la peinture, ce ébéniste façonne ses meubles. Chaque matin, Mohamed Madioumane, la vingtaine, se retrouve sous ce hangar avec ses apprentis. Après ses études universitaires en droit et en hôtellerie, cet homme de métier a choisi de ranger ses diplômes et vivre une passion qui est en même temps un héritage. Je suis fils d'un ouvrier. Donc depuis là, j'aime les métiers. Depuis bas âge, j'adore les métiers. Et pourquoi moi, la menuiserie chez moi, c'est cadeau. Même quand j'étais à l'école, je venais encore dans les ateliers me former. En plus des meubles qu'il façonne, Madiou fabrique des accessoires solaires. Il a un génie créateur, une touche très fine et il produit beaucoup. Mais en dépit de tout, les difficultés le freinent dans ses projections. Les structures étatiques mises en place pour booster les belles initiatives tardent à venir. Côté équipement, nous n'en avons pas. Comme vous l'avez constaté, nous travaillons avec les outils électroportatifs ici. Mais nous avons besoin aussi des machines industrielles fixes pour que nous puissions faire plus de travail et toucher beaucoup plus la population. Même moment, on a essayé avec beaucoup de structures, le ministère de la Jeunesse et puis tout. On est allé à APIP, on est allé à FONIS, le Fonds national d'insertion de la jeunesse, mais jusque-là, néant. Malgré la pratique de ce métier, Mohamed Madiou ne souhaite pas se limiter là. La restauration est un autre domaine qu'il ambitionne de conquérir afin de partager son savoir-faire. J'envisage de monter des restaurants mobiles dans toutes les villes de l'intérieur du pays et également installer Benis Pro dans toutes les autres régions pour que faut pas que ça se limite aussi en Guinée. Mon génie et mon savoir-faire puissent se transmettre sur tout le territoire guinéen. Par ailleurs, il lance un appel à l'État à encadrer et accompagner les jeunes dans leur domaine professionnel afin qu'ils puissent s'épanouir. L'État n'a qu'à organiser les écoles professionnelles pour nous. Parce qu'il ne s'agit pas d'orienter. J'ai des amis avec lesquels on a étudié ensemble dans les CFP, mais qui chôment encore. Mais pourquoi eux, ils peuvent s'orienter dans les centres de formation professionnelle et qu'ils chôment? Ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas accompagnés. Disons, ils ne sont pas initiés à l'entrepreneuriat. Il faut que l'État pense à instaurer ça dans le système éducatif guinéen. Ils sont nombreux les jeunes diplômés qui chôment. Madiou les encourage à vaincre leur peur et plonger. Parfois dépasser les limites pour atteindre leur objectif.
Après avoir recruté 24 jeunes dans le Grand Conakry, l'ONG Café de l'Espoir commence ses activités. Objectif, renforcer la cohésion sociale et aider les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Kadiato Elisabeth Sidibé, Ibrahima Souri Sengsouma pour plus d'explications. Avec pour objectif le renforcement de la cohésion sociale et booster les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, l'ONG dénommée Foninké Entrepreneurs Sociaux pour la Paix a recruté 24 jeunes dans chaque région de la Guinée. Pour la région de Conakry, l'organisation a décidé de se focaliser sur la zone de Wanindara, considérée par la structure comme l'un des quartiers les plus chauds. Le Café de l'Espoir, c'est une entreprise sociale qui vise à faire la promotion de la paix, la cohésion sociale et la culture du vivre ensemble. Et nous évoluons spécifiquement dans la zone de Wanindara. Et comme vous le savez, c'est une zone qui est vraiment affectée par les violences sociopolitiques. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de créer cette entreprise qui va essayer de créer un cadre de paix dans cette localité. Et comme vous le constatez aujourd'hui, nous avons commencé la mise en œuvre de nos activités. Nous avons principalement deux grandes activités. Il s'agit des jeudis de l'espoir et des week-end training. Et ces week-end training sont destinés aux jeunes de cette localité. Nous comptons les outiller sur les techniques de prévention et gestion de conflits et également sur l'entrepreneuriat afin de booster ce potentiel de ces jeunes de cette localité. Ces jeunes, au nombre de 24, doivent servir de relais entre les citoyens et les autorités à travers la résolution du conflit dans leur communauté. C'est une partie de Foninké. Donc, Foninké a travaillé en sorte de former des jeunes, d'identifier des jeunes, de les former et de les outiller afin de contribuer soit à la réduction des conflits dans leur localité ou au renforcement de la cohésion sociale, mais aussi amener les autorités à reconnaître les efforts des jeunes et à les mettre dans les initiatives de paix. Pour Binta Bari, prendre part à cette formation et surtout être membre lui permettra d'innover. De nos jours, l'entrepreneuriat est une activité par laquelle on peut passer pour devenir indépendante financièrement. La formation est une chose et l'impact sur le terrain en est une autre. Les jeunes ayant pris part à ces discussions seront jugés après quelques temps sur ce qu'ils auront fait de cette formation. Une jeune équipe vient de lancer un logiciel dénommé DNA. Il permet à toutes les entreprises de digitaliser ses services en gagnant surtout du temps. La cérémonie de lancement a été suivie de la remise des cadeaux aux premiers adeptes du logiciel à Conakry, mais aussi la signature de partenariat entre le groupe Adafomedia et cette structure. Ali Badra Kamara et Ibrahima Souri Sengsouma ont assisté à la cérémonie suivie. C'est un outil de digitalisation qui vient mettre fin aux souffrances des entrepreneurs. DNE est un logiciel qui permet aux entreprises de répondre aux critères de la mondialisation qui se traduisent par la digitalisation des activités. C'est une initiative d'un groupe de jeunes guinéens résidant au pays et à l'étranger. Si on vient dans une entreprise, on essaie de trouver les solutions pour une entreprise. On essaie la manière de fonctionner d'une entreprise. On lui propose des solutions qui lui permettent de gagner du temps. Par exemple, en comptabilité, si vous utilisez des logiciels comme Excel, vous allez avoir beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, alors qu'avec un simple outil que nous avons développé, vous pouvez avoir tous ces outils là-dedans. Vous rentrez, vous avez tout dedans. À peine implanté au pays, Digital Network Accélère s'engage à digitaliser l'ensemble des activités du groupe Adafomedia avant sa grande rentrée prévue pour le 6 septembre prochain. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la modernisation en cours du groupe de presse. Pour cette fois-ci, on a eu besoin des services de cette entité qui est DNA, Digital Network by Accélère, qui va nous aider à mieux gérer nos entités, à savoir nos finances, le personnel et également nos activités sur le terrain. C'est un partenariat grandeur nature qui va nous permettre d'avoir un œil sur tout ce que nous faisons et on estime que l'occasion était opportune, il fallait la saisir. Et avec cette initiative, je me dis que Adafo, encore une fois, démontre à suffisance qu'elle demeure une grosse entreprise de presse qui a toujours envie d'aller de l'avant et de toujours faire les choses de façon spéciale. Déjà, le Digital Network Accélère a eu plusieurs partenaires venus du secteur formel et informel.
Ces premiers adeptes ont bénéficié d'une formation en ligne. Des cadeaux sont remis aux participants. La procédure était très simple. Il fallait juste liker, aimer la page DNA sur Facebook, la partager et identifier au moins 3 amis. Mais nous sommes allés au-delà. Nous avons identifié plus de personnes. Moi, je suis beaucoup intéressé par ce logiciel parce que, surtout le côté digitalisation, et ça m'intéresse beaucoup parce que ça me permet vraiment de me faire connaître à travers l'Internet et tout, et valoir ce que je vaux et à travers mon métier. Après cette étape, une série de formations est annoncée par des initiateurs pour renforcer la capacité des jeunes entrepreneurs guinéens en digitalisation. Des formations qui se tiendront autour des thématiques choisies par les partenaires. À Koubia, des personnes handicapées refusent de faire la mendicité pour se consacrer aux activités génératrices de revenus. Depuis que ces personnes en mobilité réduite pratiquent la saponification, elles arrivent à subvenir à leurs besoins, mais aussi à ceux de leur famille. À cet effet, elles invitent d'autres personnes vivant avec un handicap à leur emboîter le pas pour lutter contre la mendicité. Nos reporters André Mossié-Milimono et Aluba ont visité leur centre de saponification. Suivez. Cette femme est handicapée depuis très longtemps. Chaque matin, elle rejoint ses collègues à l'atelier de saponification. Dans ce centre, plusieurs handicapés réunis en groupement y travaillent pour subvenir à leurs besoins. Ces personnes à mobilité réduite ont bénéficié de l'aide de l'État pour leur autonomisation. On évoluait sur le commerce. Petit à petit, on a eu l'aide du gouvernement guinéen à travers l'action sociale. Donc, ils nous ont envoyé un don de matériel pour la saponification. Donc, on nous a donné ce local-là, le centre NAFA, pour qu'on puisse travailler ici. Selon la présidente du groupement, ces activités leur ont permis de sortir de la mendicité car ils arrivent à se prendre en charge. Ça nous ressort de la mendicité. Parce que tous ceux qui ont compris l'importance de cette association, ils sont en train de venir ici travailler. Avec le paie que nous gagnons ici, ça nous aide beaucoup. Les personnes handicapées sont le plus souvent victimes de stigmatisation, ce qui les pousse à sortir dans la rue pour mendier. Adia Tousso pense que le handicap n'est pas une fatalité. Moi, je prends mon handicap comme un défi. Donc, je vais relever ces défis-là. Je m'en fiche de ce qu'une personne me stigmatise ou me marginalise. Mais quand même, moi, je ne vais même pas me considérer comme si je suis handicapée parce que je sais que je suis capable de faire quelque chose. Toutes les personnes qui ont un enfant handicapé, de l'amener à l'école parce que les handicapés sont vraiment talentueux. Hormis la saponification, ces handicapés font plusieurs autres activités pour lutter contre la mendicité et améliorer leurs conditions de vie. C'est la fin de ce journal coordonné par Mamadou Kalisso. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé, Alia Kamara, Kadiatou Fofana. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.